Alors bonjour, chers apprenants. Toujours dans le cadre de cet enseignement portant sur le droit du travail, nous avons déjà parachevé deux chapitres. Aujourd'hui, nous avons commencé par le recrutement dans l'entreprise qui est le premier chapitre, le second porté sur l'exécution du contrat de travail. Et là, nous sommes au troisième chapitre qui porte sur les incidences à l'exécution du contrat de travail. Alors, les incidences, ça veut dire que le contrat est déjà né, le contrat des parties exécutent déjà leurs prestations professionnelles. Alors, ici, les incidences, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent immobiliser le contrat pendant un moment, qui peuvent suspendre ou modifier le contrat. Voilà pourquoi nous avons étudié les incidences, les éléments qui arrivent, qui entravent l'évolution, qui empêchent l'évolution du contrat. Alors que le contrat est là, il vit. Mais les parties ne peuvent pas accomplir leurs prestations du fait des événements qui surviennent, parfois des événements de cas de force majeure qui arrivent. Donc voilà pourquoi ce chapitre est intitulé l'exécution et les incidences à l'exécution du contrat de travail. Alors, les parties au contrat de travail doivent exécuter de bonne foi leurs obligations professionnelles. Toutefois, il peut arriver que le contrat de travail ne soit pas exécuté convenablement à cause de certains incidents qui peuvent entraîner sa suspension ou sa modification. Alors, nous sommes là, voilà la première section qui porte sur la suspension. La suspension du contrat de travail. Alors, c'est quoi donc la suspension? La suspension, c'est un arrêt momentané des prestations contractuelles. C'est comme j'avais pris, je prends souvent l'exemple de parler du bus. Lorsque vous avez emprunté le bus, alors, vous évoluez à un moment, le bus va s'arrêter, soit pour faire descendre un client, dans un lieu, soit arrêter à un arrêt, soit pour prendre ou descendre un client. Alors, en ce moment-là, pendant ce petit laps de temps-là, le bus est là, est stable. Le bus ne peut pas continuer, doit attendre. Il y a un élément qui a fait en sorte que le bus soit sur place, affecté, le fait de déposer, de prendre un client. C'est comme le contrat. Le contrat est là, il est là, mais les parties ne peuvent pas exécuter leurs prestations du fait des éléments qui arrivent, qui entravent l'évolution, qui empêchent le contrat de continuer à évoluer. Alors, la première section porte sur la suspension du contrat. Alors, la suspension est l'arrêt momentané des prestations contractuelles entre les parties, dû à cause volontairement ou involontairement, dû à une cause volontaire ou involontaire. Alors, les causes et les effets de la suspension du contrat de travail sont prévus par l'article 47. Je dis bien l'article 47 du Code du travail congolais. Alors, cet article énumère les causes de la suspension du contrat de travail. On va parler du départ sous drapeau de l'employeur et de l'employé. On parlera aussi de la maladie de travail, du congé de maternité. On parlera de la mise à pied disciplinaire, de l'accident de trajet, l'accident de travail, de la maladie professionnelle, de l'exercice des fonctions administratives ou politiques, de la garde à vue ou de la détention préventive. On parlerait également de la période de repos de la femme salariée qui vient d'accoucher. On parlera de la grève ou le lockout déclenché par le respect de la procédure et le règlement des conflits relatifs. Alors, on parlerait également de l'exercice des fonctions syndicales. En cas de réquisition d'intérêt national, de l'absence du travailleur à suivre son conjoint, du chômage. Alors, tous ces éléments font partie de la suspension, ces causes, ces éléments font l'ensemble des causes de la suspension du contrat de travail. Ces éléments sont bien énumérés par l'article 47 du Code du travail congolais. Alors, c'est quoi donc un départ sous drapeau de l'employeur? Alors, le départ de l'employeur sous drapeau, ça veut dire que le départ sous drapeau, ça veut dire que l'employeur peut aller pour le service militaire,
Le drapeau regroupe le service militaire. Le drapeau, c'est la représentation militaire et le service national. Alors, si l'employeur est allé dans ce service-là, alors le contrat est suspendu. Mais vous avez le lien d'obligation, le lien est là. Le lien contractuel est là, mais l'employeur ne tombe pas sur place, il ne peut pas exécuter sa prestation. Alors vous également, en tant qu'employé, vous ne pouvez donc pas exécuter votre prestation. Vous allez attendre. Vous allez attendre le moment que le contrat va répondre, lorsqu'il va revenir, c'est là où le contrat, vous allez commencer à accomplir vos prestations contractuelles. C'est tout comme l'employé également. L'employeur également peut avoir un départ sous les drapeaux. Donc ce drapeau a pour conséquence la fermeture de l'entreprise. Alors, si l'employeur s'en va ou l'employeur s'en va, ça peut entraîner la fermeture de l'entreprise. Alors, il va prendre un service national et service militaire. Donc, là, il ne peut plus accomplir sa prestation. Donc, du coup, le contrat est suspendu. Alors, après le départ sur le drapeau des deux contractuels, les deux co-contractants, nous avons ce qu'on appelle la maladie du travailleur. Alors, l'article 47, alinéa C, fixe la durée de la suspension la suspension pour cause de maladie à 6 mois. Renouvelable jusqu'au remplacement effectif du travail. Alors, vous avez 6 mois. Lorsque vous êtes malade, vous bénéficiez d'un délai de 6 mois où vous allez vous référer à votre santé. Alors, ce délai est prévu par l'article 47 alinéa C du code, est fixé par l'article 47 alinéa C du code du travail. Alors, la maladie doit être constatée par un médecin agréé par l'employeur ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'État. Alors, vous ne devez pas en allant dans des petites cliniques que vous allez dire que non, j'étais malade, vous apportez le carnet. Non. Ici, la loi le dit bien que vous devez, la maladie doit être constatée par un médecin agréé, un médecin dont l'employeur reconnaît la compétence, ou relevé dans l'établissement hospitalier reconnu. Ça peut être un centre hospitalier universitaire comme le CHU, reconnu par l'État. Cette condition pose le problème de la validité des constatations faites par le médecin traditionnel. Le travailleur doit notifier par écrit sa maladie à l'employeur. Alors, vous devez écrire à votre employeur, vous devez faire constater votre maladie. Vous devez le notifier par écrit que vous êtes malade. Alors, cette condition est assouplie par la jurisprudence. Alors, le principe c'est quoi? Le principe c'est que vous devez au préalable notifier. Vous devez au préalable faire signe, vous devez au préalable faire constater votre maladie par écrit à votre employeur. Mais si c'est ce que dit la loi, alors la jurisprudence qui est aussi une source de droit, qui est l'ensemble des décisions prises par le juge, qui fait office de loi lorsqu'il y a absence de loi, la jurisprudence vient pour assouplir cette condition. Alors pour la jurisprudence, on dit la notification peut se faire par tout moyen, même par une information directe de l'employeur par les proches du travailleur malade. Alors vous pouvez demander à votre frère ou à votre ami d'aller voir votre employeur pour lui dire que non, monsieur le directeur ou monsieur le PDG ou monsieur l'administrateur général, et voilà, et votre employé X est malade, il est interné dans tel hôpital, voilà pourquoi ma raison d'être ici, c'est pour vous notifier que cette personne-là, elle est malade. C'est ça qui dit, c'est ce que dit la jurisprudence. Même par appel téléphonique, vous pouvez appeler pour envoyer un SMS. C'est ce que dit la jurisprudence. Généralement, les règlements intérieurs et les conventions collectives fixent le délai de prévenance à 48 heures. Alors, dès lors que vous êtes malade, vous avez un délai de 48 heures pour prévenir votre employeur. Alors, si ça dépasse 48 heures, cela ne sera plus malade parce que la loi parle de 48 heures, donc 2 heures et 2 jours. Alors, au-delà de 2 jours, alors, si vous voulez le faire après 72 heures, en tout cas, je ne pense pas que votre employeur va prendre en compte parce que tout c'est prévu par le règlement intérieur ou les conventions collectives. L'absence de la maladie non justifiée lorsqu'elle est prolongée constitue une faute lourde. Alors, on dit bien que lorsque l'absence de la maladie non justifiée, alors si vous ne justifiez pas et que cette maladie continue, vous continuez à être malade, alors cette absence est considérée comme une faute lourde. Alors la faute lourde, madame, c'est une faute qui donne lieu à un licenciement automatique. Là, il n'y a pas à réfléchir, c'est automatique, c'est la faute lourde. Et c'est une faute extrêmement grave qui rend intolérable la continuité des relations
professionnelle. Alors là, vous n'avez pas droit. On ne doit pas vous regarder si vous avez fait 2 ans dans l'entreprise ou pas. On ne doit pas regarder aussi également. Donc, vous ne bénéficiez pas d'un délai de préavis pour vous permettre de chercher un autre emploi. Vous ne bénéficiez pas aussi des indemnités rattachées au licenciement. C'est une faute extrêmement grave. Alors, en principe, le travailleur malade ne doit quitter l'hôpital pour son domicile et il doit s'abstenir de travailler pendant la période de suspension. On vous dit que tu es malade, vous ne devez pas travailler. Vous devez rester là, pour vous refaire votre santé, parce que l'entreprise a forcément besoin de vous. Alors, la troisième cause parle du congé de maternité. Alors, dans cette hypothèse, la durée de la suspension est de 15 jours. Alors, vous voyez, on quitte de 6 mois. 6 mois après, plus de 6 mois à 15 jours. Pour le congé de maternité, c'est 15 semaines, plutôt de 6 mois à 15 semaines. De 6 mois à 15 semaines. On dit, dans cette hypothèse, la durée de suspension est de 15 semaines. Le congé commence 9 semaines avant la date prévue pour l'accouchement. Donc, dans les 15 semaines, vous allez observer 9 semaines avant, c'est là où vous allez commencer. Non, lorsque vous êtes dans un mois, par exemple un mois, vous allez observer 9 semaines avant les 15 jours, les 15 semaines prévues pour votre délai de congé. C'est là où vous allez demander le congé de maternité. Alors, le congé de maternité peut être prorogé de 3 semaines. Alors, elle peut être prorogée de 3 semaines. Si vous êtes malade, vous avez épuisé vos 15 semaines, vous pouvez demander la prorogation de 3 semaines. Alors, si la femme tombe malade à la suite de l'accouchement, la protection de la femme enceinte, quelle qu'elle soit, mariée ou célibataire, vise 3 objectifs. Le premier objectif est d'éviter que la femme enceinte ne perde son emploi du fait de la grossesse et de l'accouchement, permet à la femme enceinte ou à la mère de se consacrer à la maternité. Si elle le désire, on dit si elle le désire, si elle le désire, elle continue à s'occuper de son enfant, à consacrer sa maternité. La femme enceinte a le droit de résiliation unilatérale de son contrat de travail. Alors vous avez la possibilité de rompre à votre guise le contrat de travail. Protéger pendant une certaine période la santé de la femme enceinte et la mère pendant 15 mois à compter de la fin du congé de maternité. Alors, si après votre congé de maternité, vous pouvez observer 15 mois à compter de la fin du congé de maternité. La mère a droit à un repos pour allaiter d'1 heure par journée son fils ou sa fille. Alors, la mise à pied disciplinaire. Alors, pour être valable, la mise à pied disciplinaire doit remplir les conditions suivantes. Alors, durée maximale de la mise à pied, c'est 8 jours. Ça ne doit pas dépasser. Durée maximale de la mise à pied, c'est 8 jours. La durée maximale. La durée maximale de la mise à pied, c'est 8 jours. Alors, 8 jours, pour mes conditions, la durée, c'est 8 jours. Vous devez notifier par écrit au travailleur. L'employeur doit notifier, doit écrire au travailleur avec des gens qui doivent préciser les motifs là-dedans, dans cette note de mise à pied disciplinaire, lesquels elle est infligée. En plus, une obligation à la notification doit à l'inspecteur être adressée à l'inspecteur du travail du ressort dans le délai de 48 heures. Alors, lorsqu'il doit respecter 8 jours, ce délai c'est pour 8 jours de mise à pied disciplinaire. Alors, votre employeur doit vous notifier
cette mise à pied disciplinaire. Et il doit indiquer les motifs pour votre mise à pied disciplinaire. Et il doit envoyer une copie à l'inspecteur du travail du ressort de l'entreprise dans un délai de 2 jours. On ne doit pas dépasser. Donc, il convient de distinguer la mise à pied disciplinaire et la mise à pied conservatoire. Et la mise à pied conservatoire. Alors, c'est bien indiqué la mise à pied conservatoire est une mesure conservatoire prise par l'employeur à l'encontre d'un délégué du personnel coupable de faute lourde en attendant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. Alors, contrairement à la mise à pied disciplinaire, sa durée est plus longue parce qu'elle correspond au délai accordé à l'inspecteur pour réagir à la demande de l'employeur. À compter de sa saisine, l'inspecteur du travail doit réagir dans le délai d'un mois, prorogeable d'un mois. Alors, il estime avoir besoin de plus de temps pour boucler ses enquêtes. Alors, le délai de préavis ordinaire et le délai de préavis plutôt disciplinaire concerne l'employeur. Alors, le délai le délai de préavis disciplinaire, c'est 8 jours. Vous devez respecter, 8 jours. Et votre employeur doit vous notifier par écrit, tout en indiquant les motifs sur lesquels vous êtes, les charges qui vous tiennent contre vous. Et il doit envoyer une copie de cet acte-là à l'inspecteur du travail dans un délai de 2 jours. Alors, la mise à pied conservatoire concerne uniquement un délégué du personnel coupable de faute lourde en attendant l'autorisation de licenciement. En fait, il demande votre licenciement d'une certaine manière. L'accident de travail et maladie professionnelle est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu, que ce soit pour un ou plusieurs employés ou l'entreprise. Alors, est considéré comme accident de travail, c'est un accident qui survient dans l'exercice de votre fonction ou de votre tâche. Si vous tombez malade, cette maladie est considérée comme accident de travail. Elle est considérée comme accident de trajet maintenant. C'est l'accident survenu sur le trajet aller-retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant certains caractères ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour motif d'ordre familial et le lieu de travail. Alors, un accident de trajet, c'est un accident qui survient sur le chemin aller-retour de votre aller et votre retour du boulot. Alors, il peut être ce jour au cours de route de la résidence principale, la résidence secondaire, ou les lieux où le travail a l'habitude d'aller. Ça peut être dans un restaurant pendant la pause. C'est que si cela arrive, cet accident est considéré comme un accident de trajet. Alors, à la différence des maladies ordinaires, les travailleurs victimes des maladies professionnelles et les accidents de travail ne sont pas considérés par la limite de 6 mois. Ils bénéficient d'un régime spécial. Et leur contrat suspendu pendant la durée de leur travail ou de leur indisponibilité. Tout licenciement d'un travailleur victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est qualifié d'abusif. Après la consolidation de leur situation, ils reprennent leur poste de travail dans l'entreprise. Si ils reprennent leur poste dans l'entreprise, si la maladie ou l'accident de travail a entraîné une baisse de leur capacité de travail, l'employeur peut les reclasser dans l'entreprise à un poste correspondant à leurs nouvelles aptitudes. Leur licenciement plutôt ne peut être prononcé
qu'en cas d'inaptitude totale ou d'impossibilité de trouver les postes correspondants à leurs bénéficiaires. Dans ce cas, l'employeur est tenu de payer tous les droits rattachés au licenciement. Alors, l'exercice, politique administratif, alors, vous pouvez être élu député. Vous pouvez avoir une fonction au niveau des administrations publiques. Alors, cela ne met pas fin à votre contrat. Cela, votre contrat est là, mais sauf que vous ne pouvez pas accomplir les prestations parce que vous êtes occupé à de nouvelles fonctions. Mais cela ne met pas fin à un contrat. Alors, dans ce cas, les deux parties doivent s'entendre pour la suspension du contrat de travail, c'est volonté, donc vous devez vous entendre. Lorsque l'employeur donne son accord, il est valable pour un mandat dans la durée, en fonction de la nature de l'élection. Si le travailleur veut renouveler son mandat, il doit solliciter l'accord de son employeur. À côté de d'avoir la garde à vue ou la dotation pour motif du travail, cette durée est de 6 mois. Nous avons les périodes de repos des femmes salariées qui ont mis au monde. C'est l'article 113 du code du travail. Pendant la grève ou le lockout, déclenché par le respect de la procédure de règlement des différents collectifs. Pendant l'exercice des fonctions syndicales ou électives, impliquant une occupation à plein temps, en cas de réquisition et intérêt national, l'absence du travailleur appelé à suivre son conjoint, le législateur permet au travailleur obligé de suivre son conjoint dans une autre ville ou à l'étranger de demander à son employeur la suspension du contrat de travail pour une durée maximale de 2 ans renouvelable. Alors, si vous avez par exemple un mari ou une femme qui travaille à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la vie, alors vous pouvez aller voir votre employeur pour demander la suspension de votre contrat de travail pendant 2 ans, renouvelable une seule fois. Renouvelable. Alors, on parle maintenant du chômage technique. Alors, le chômage technique, il s'agit de l'interruption collective, totale ou partielle, du travail du personnel d'une entreprise ou d'un établissement résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure, soit d'une conjoncture économique favorable. Alors, le chômage est motivé par une circonstance extérieure, auquel une circonstance extérieure aux travailleurs qui en sont victimes. Alors, il est également indépendant d'une aptitude fautive de l'employeur. Sa durée maximale est de 6 mois. À l'expiration le travail doit répondre et dans les cas de gestion, l'employeur doit procéder au licenciement pour motif économique. Alors, le chômage technique concerne les employés qui travaillent dans une entreprise. Alors, il est arrivé un moment où l'entreprise peut face à une situation économique complexe, qu'elle n'arrive même pas à payer certains salariés et à financer le fonctionnement de l'entreprise. Alors là, votre employeur vous demande d'aller ce qu'on appelle le chômage technique, mais toutefois il doit payer vos droits rattachés à cet effet. Alors, on va rappeler les effets de la suspension du contrat de travail. Alors, la suspension du contrat de travail a pour effet l'arrêt momentané du contrat de travail. Alors, la suspension du contrat de travail pose 2 problèmes: le sort du contrat et le problème du salaire. En ce qui concerne le contrat, la suspension s'analyse à une suspension provisoire pour les parties d'exécuter. Voilà, les parties d'exécuter l'obligation professionnelle, c'est une fin provisoire. En dépit de la suspension, le contrat de travail continue à produire certains effets et le travailleur fait toujours partie des effectifs de l'entreprise. Par conséquent, il conserve son ancienneté et il peut participer aux élections professionnelles qui se déroulent dans l'entreprise. Cependant, la suspension du contrat de travail a pour conséquence la disparition de l'autorité exercée sur le travailleur. Le lien de subordination disparaît
Alors, pendant la période de suspension, cette autorité s'exerce au cours de l'exécution du contrat de travail. Alors, après, si le contrat de travail est maintenu pendant la durée de la suspension, quel est le sort du salaire alors? En effet, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail. Par conséquent, toute interruption du contrat de frais, en principe, se traduit par une diminution proportionnelle du salaire. Lorsque l'interruption est imputable au travailleur, elle entraîne pendant sa durée la privatisation du salaire. Alors, lorsque vous avez demandé la suspension, alors votre salaire vous n'aurez pas le salaire. Alors, il a ici la mise à pied disciplinaire et l'exercice des fonctions politiques ou administratives. En revanche, lorsque la suspension correspond à la réalisation d'un risque, la tendance contemporaine est de faire supporter par l'employeur. Alors, lorsque c'est l'employeur qui a provoqué la suspension, il va suspendre au période de salaire. Par exemple, en cas de suspension pour une cause de maladie, du départ sous le rapport, le code de travail octroie une indemnité du travail, une indemnité au travailleur supportée par l'employeur en cas de maladie professionnelle, d'accident de travail et de congé de maternité, est servie aux travailleurs par la CNCS. Section 2, la modification du contrat de travail. Par la 1, modification par changement d'emploi. Le 3, le code de travail congolais milite pour le principe de métier des contrats de travail. En cas de changement d'employeur, à la suite d'une succession, d'une vente, d'une fusion, d'une transformation ou d'une mise en société, tous les contrats de travail en service dans l'entreprise doivent être conservés. C'est le principe du métier des contrats. Ce n'est pas parce que vous voulez changer d'entreprise, que vous voulez changer de nom, que vous voulez changer de secteur d'activité, que vous allez licencier en employeur. La loi interdit cela. Alors, si vous devez le licencier bien avant. Cette dérogation au principe de l'effet relatif des contrats et du caractère personnel du contrat de travail vise à protéger le travailleur contre le licenciement. Ainsi, le nouvel employeur a l'obligation soit de conserver le personnel dans l'activité, dans l'entreprise. Toutefois, ce principe du métier des contrats de travail en cours admet des dérogations dans les hypothèses suivantes. Nous avons en cas de changement d'activité de l'employeur. Ça veut dire que le principe est celui du métier des contrats. Mais l'exception, c'est qu'on peut toutefois vous licencier dans les cas suivants. Au cas de changement d'activité, si c'était une entreprise qui faisait la production de la tomate, alors elle change de modèle, elle veut faire de ciment, alors vous n'avez pas les aptitudes qu'il faut, alors on va vous licencier. Alors les travailleurs qui ne veulent plus rester dans l'entreprise, peuvent manifester devant l'inspecteur de travail leur volonté d'être licenciés et avec paiement de leurs droits avant le changement d'employeur. Alors la modification par la révision du contrat de travail. Le contrat de travail n'est pas figé. En effet, la loi autorise les partis sociaux à réviser les conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise ou du travailleur. Dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur peut proposer la révision du contrat pour réduire les charges de l'entreprise lorsqu'elle éprouve des difficultés économiques et financières. Il peut s'agir notamment de la réduction des avantages servis aux travailleurs. Dans ce cas, la modification doit être négociée. Et si le travailleur refuse, l'employeur peut le licencier. Alors, la rupture du contrat de travail sera imputable à l'employeur, mais le licenciement ne saurait être qualifié d'abusif parce qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise. L'employeur sera tenu de payer les indemnités rattachées au licenciement illégal, illégitime. Alors, le travailleur peut aussi proposer à l'employeur la modification de ses conditions de travail, notamment l'augmentation de son salaire. Si l'employeur refuse la proposition d'augmentation de salaire, le contrat sera maintenu. On repose le travailleur a le droit d'offrir sa démission à l'employeur, mais s'il ne le fait pas, l'employeur ne peut le licencier parce qu'il
parce qu'elle a sollicité l'amélioration de ses conditions de travail. Un tel licenciement serait qualifié d'abusif. Alors, madame, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre qui portait sur la suspension du contrat de travail. Alors, sans plus tarder, nous avons évolué avec les droits et les obligations. Alors, merci à vous et bonne journée.